Merci d'avoir choisi la pression du service public pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Une rencontre s'est tenue ce matin sur le cadre juridique du secteur des télécommunications, TIC et Poste à l'Assemblée nationale. Au cours de la rencontre, les députés ont été informés davantage sur les fondamentaux de la régulation du secteur des communications au Mali et l'état des lieux du cadre juridique dans la sous-région. Mahamadou Doumbia. La présentation du cadre juridique et réglementaire du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication en vigueur au Mali, les fondamentaux de la régulation des télécommunications, rôle et responsabilité des acteurs, l'état des lieux du cadre juridique et réglementaire du dit secteur, ce sont là les modules qui sont exposés au cours de cet atelier conçu par l'autorité malienne de régulation des télécommunications en partenariat avec la Commission de l'éducation, de la culture et éthique de l'Assemblée nationale. Il s'agira pour nous, chers participants, au cours de cet atelier, de mettre à profit les différents thèmes qui seront exposés pour comprendre et découvrir les enjeux majeurs d'éthique qui caractérisent aujourd'hui la vie socio-économique et politique de nos pays, en profonde mutation dans ce domaine. Nul doute, les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un puissant vecteur de développement de l'économie nationale. Pour la téléphonie en général, mobile et fixe compris, le nombre de clients est passé de 837 889 en 2005 à 26 830 000 en fin 2014. Le nombre d'abonnés à l'Internet est passé pendant la même période, autrement dit de 2005 à 2014, de 2380 abonnés à 3 771 301 abonnés. Quant au chiffre d'affaires généré par le secteur des télécommunications, il est passé sur la période de 129 milliards de francs CFA en 2005 à 444 milliards de francs CFA en 2014. Eu égard aux avantages d'un tel atelier préparé à l'endroit des députés, ce partenariat entre le département en charge des télécommunications et l'AMRTP doit se pérenniser. Les députés et cadres de l'Assemblée nationale, formés et outillés, seront des vitrines dans le domaine des télécommunications, des technologies et de l'information au niveau du Parlement et dans le cadre de la sensibilisation des consommateurs et des exploitants. Suite à de tels ateliers, les députés maîtriseront tous les aspects liés aux techniques de régulation de l'information et de la communication. Nous restons à l'hémicycle où les commissions Défense, Finances, Loi et Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense et des anciens combattants ont rencontré ce matin les représentants des forces armées de sécurité. Ces échanges permettront à la commission Défense de l'Assemblée nationale de défendre prochainement des projets de loi relatifs aux forces de sécurité. Sur le sujet, écoutons Karim Keïta, président de la commission Défense de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Nous sommes dans la dernière séance d'échange et de questions-réponses concernant la loi d'orientation et de programmation militaire. Comme vous le savez, la semaine passée, nous étions en conclave, on va dire, avec l'état-major. Donc la commission que je préside, la commission de défense, saisie pour avis. Et puis les différentes commissions, donc la commission loi, la commission affaires étrangères et la commission des finances. Après donc ce premier échange, on a eu de la part du ministère de la Défense certains documents. Nous avons sollicité cette deuxième rencontre pour avoir un échange et qu'il puisse aussi répondre aux différentes questions que la commission que je préside et les différents députés des autres commissions avaient. Ce sont d'énormes moyens financiers qui seront mis, Inch'Allah, à la disposition de l'état-major, en fait du département de la Défense, et aussi quelles sont les différentes grandes réformes, les différents réaménagements sur le terrain. Et puis on a beaucoup aussi parlé du vecteur aérien. Suite à ces travaux en commission, les projets de loi seront soumis à l'Assemblée. Le projet de loi sera soumis, Inch'Allah, le jeudi 19 février. Donc en début de semaine, nous écrirons notre rapport final et nous le soumettrons au vote des honorables députés.
Une autre rencontre organisée cette fois-ci par le Commissariat au développement institutionnel sur le programme de développement institutionnel. Il veut donc échanger sur les insuffisances liées au processus de la réforme de l'État enclenché il y a de cela 10 ans. Compte rendu à Gali Abissa. Une administration performante au service des citoyens. C'est la devise du Commissariat au développement institutionnel. Et c'est dans cette optique que le programme au développement institutionnel a vu le jour en 2003. En prélude au bouclage de la première phase du programme, prévu pour le 20 février, les acteurs font le bilan et renouvellent les objectifs. La réforme passe nécessairement par un diagnostic sans complaisance de nos pratiques, afin de nous remettre en cause en permanence et de nous améliorer. Cet état des lieux devra nous conduire à revisiter le contenu de nos politiques publiques, nous interroger sur nos propres capacités de les porter, passer en revue nos instruments de planification, bâtir une administration plus moderne, juste, équitable et axée sur le résultat. Après 10 ans, plusieurs activités ont été réalisées pour la mise en place d'une administration forte au service des usagers. Parmi ces activités figurent l'élaboration des manuels de procédure, la création des directions des ressources humaines. La consolidation de ces acquis reste l'un des défis à relever par le commissariat les jours à venir. En attendant, les administrateurs doivent accorder leur violon pour approcher l'administration des citoyens. Il s'agit de lier les discours aux actes pour une plus grande satisfaction des usagers au quotidien. Également dans ce journal, la visite du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières au service relevant de son département. Mohamed Ali Batili veut donc prendre contact avec le personnel et identifier les besoins pour une meilleure gestion foncière. Et c'est un reportage de Béli Koni. Cette visite de prise de contact du ministre avait pour but de toucher du doigt les conditions de travail des structures relevant du département des domaines de l'État et des affaires foncières. De la Direction nationale des domaines et du cadastre à celle du district en passant par les bureaux des archives, le constat est le même. Le manque de personnel, le manque de financement, l'absence de formation des agents et les problèmes de locaux. Malgré cet environnement difficile, les agents se disent engagés à accompagner la politique foncière en cours de l'État. Le personnel de la Direction nationale des domaines s'engage pour l'atteinte des objectifs de recettes assignés au département et pour l'assainissement de la gestion foncière. Les questions foncières relèvent d'une importance capitale pour les autorités du Mali. Et l'État mettra tout en œuvre pour relever les défis, a dit le ministre bien déterminé à mettre les citoyens dans leurs droits. C'est un service aussi qui a besoin qu'on entretienne sur ce que j'appelle le changement voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République et que chacun doit maintenant imaginer et construire le changement auquel il pourrait prendre part à la place où il se trouve et dans les responsabilités qui lui sont confiées. Au centre de la vaste réforme en cours dans le domaine du foncier, le ministre veut s'atteler très vite à la mise en place d'un système informatique fiable pour la gestion foncière au Mali. C'est dans cet esprit que les archives seront numérisées et transférées à la Bibliothèque nationale. Les archives manuelles sont l'objet de toutes les sortes de manipulations. Parfois, les dossiers sont vidés carrément de leur contenu. Parfois, les contenus sont exploités à des fins autres que celles pour lesquelles l'archivage intervient. Et déjà, pour montrer la voie de cette informatisation, le département a remis du matériel bureautique à la direction des domaines du district, une bouffée d'oxygène pour les agents bien décidés à mener à bien les tâches à eux confiées. Aussi, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM a organisé ce samedi à Bamako une conférence des cadres. Le thème « Enjeux et défis des élections municipales et régionales » a été longtemps débattu au cours de cette rencontre. Le Bureau politique national du RPM veut à travers cette conférence préparer ses responsables, ses militants et sympathisants pour relever les défis. Mohamed Ould-Mamouni. C'est la mobilisation totale pour le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, RPM, en vue des élections communales et régionales. C'est ce qui justifie cette conférence qui a réuni les cadres du parti autour du thème « Enjeux et défis des élections municipales et régionales ». D'abord, de façon générale, il y a deux défis majeurs. Le premier défi, c'est la bonne organisation du processus organisationnel, du processus électoral. Le second défi, c'est la consolidation du leadership du RPM.
Le RPM va relever ces défis. D'abord, en quoi faisant? Nous allons tout de suite ouvrir un vaste champ de formation en cascade. Il y aura bien sûr aussi un atelier national pour la formation de l'ensemble des formateurs du RPM qui va regrouper tous les délégués de tous les cercles, de toutes les sections. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur les axes forts du processus électoral en cours, le soutien au processus de développement social et économique local et régional et l'amélioration de la gouvernance locale, entre autres. Les échanges ont été fructueux. La première question que je retiens, c'est un peu la place de la décentralisation dans la responsabilisation des populations et la capacité de prendre leur destin en main à travers les actions de développement. La deuxième question, c'est comment tenir dans les délais les élections qui se feront et dans les bonnes conditions. Et donc les discussions ont fait monter la nécessité de professionnaliser en tout cas les agents électoraux. Et cela n'est possible qu'à travers vraiment des séances de formation intenses. La troisième question, c'est un peu les positionnements du genre sur les listes. C'est des problèmes récurrents. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on y réfléchisse et trouver les voies et moyens pour que de passer d'un stade de plaidoyer à la concrétisation vraiment de cette volonté du parti. Les objectifs sont atteints, disons, parce que nous avons pu épuiser le thème. Nous avons pu mettre des documents à la disposition de nos militants et le conférencier, à notre grande satisfaction, répondu aux différentes questions qu'ils lui ont posées. De toute façon, on n'épuise jamais un thème, la formation va toujours continuer, mais les objectifs qui avaient été assignés à la conférence de ce matin ont été atteints dans l'ensemble. Comme perspective, il est prévu dans les jours à venir d'autres rencontres de ce genre. Cela pour relever les défis des échéances électorales prochaines. Un mot de réconciliation, le collectif des ressortissants du Nord, Corène, a initié une réunion d'échange pour donner des informations sur ses activités, mais également donner son point de vue sur la paix et la réconciliation. On en sait plus avec Ibrahima Tchokari. Le collectif des ressortissants du Nord Corène suit attentivement le processus de dialogue intermalien d'Alger et il souhaite une issue heureuse de ces pourparlers dont la finalité est l'instauration d'une paix durable et définitive au Mali. Le Corène voulait signifier cette position à travers la présente rencontre. Oui, le Corène, depuis très longtemps, depuis les événements de mars 2012, travailler et continuer de travailler efficacement pour faire face et donner son point de vue sur les préoccupations majeures de la situation qui prévaut dans le septentrion de notre pays. Conformément à son engagement pour un Mali de paix, le Corène fait un certain nombre de propositions. La suppression et le bannissement de l'expression Azawad dans tout document d'accord, actualisation du programme décennal de développement des régions du Nord, PDD-RN, et la poursuite de sa mise en œuvre. En plus de cela, le Corène veut un soutien du gouvernement à l'accroissement des investissements dans l'éducation, la valorisation de l'éducation traditionnelle et la création d'universités au Nord. Le Corène réitère sa gratitude au secours de la France dans ce qu'il a de pur et de sincère, en s'inclinant pieusement devant les mémoires des soldats français, tchadiens, nigériens, sénégalais, togolais, burkinabés, nigériens, guinéens et maliens. Le Corène continuera à jouer sa partition jusqu'au retour définitif de la stabilité sur l'ensemble du territoire national du Mali. Le Corène lance un appel pressant à la paix, à la réconciliation des cœurs et des esprits. En plus du Corène, plusieurs associations et groupements se sont succédés au pupitre pour réaffirmer leur vision pour un Mali uni, laïque et indivisible. On
On apprend toujours avec les autres, c'est pourquoi une vingtaine de chefs d'entreprise maliennes et leurs homologues de la France échangent leurs expériences dans le domaine de la responsabilité sociétale d'une entreprise. C'est à la faveur d'une journée d'information qui vise à doter les entreprises membres de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali d'outils indispensables à la bonne gestion de leurs entreprises. Les explications avec Abdraman Maïga. Cette journée d'échange autour de la responsabilité sociétale des entreprises s'inscrit dans un vaste programme initié par Sahel Performance et Improvement pour appuyer les entreprises africaines à être performantes. Il s'agit à travers cette rencontre de partage d'expériences de doter les chefs d'entreprise maliennes d'un certain nombre de concepts indispensables à la réussite de leurs entreprises, notamment le management de la qualité, l'environnement de l'entreprise, la santé et la sécurité des travailleurs. Je me suis aperçu que l'Afrique avait peur d'aller chercher du côté de l'Europe certaines choses parce qu'elle se dit on n'a pas les moyens de faire. Je pense que c'est mon rôle par rapport à ça, c'est de leur montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir des gros moyens pour faire correctement son travail et prendre ses responsabilités de chef d'entreprise. Il s'agira à travers la présente journée d'initier les entreprises membres de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali d'outils indispensables à leur maintien dans ce nouvel ordre mondial hostile. Un monde dans lequel la recherche de qualité demeure le maître mot pour faire face à la concurrence et aux effets de la pollution. C'est les meilleurs qui vont, même si on a les moyens, on peut avoir tous les moyens, on peut avoir une vision, on peut avoir un savoir-faire. Si on n'a pas planifié, on ne peut pas réussir. Il faut avoir la vision, il faut avoir le savoir-faire, il faut planifier, il faut avoir les outils. Cette rencontre de Bamako permettra également aux participants d'échanger et d'approfondir leurs connaissances sur d'autres thématiques, comme par exemple l'organisation et le suivi des marchés, la propriété intellectuelle, le transfert de technologies ou encore la charte déontologique en matière de sous-traitance. Parlons de chiffres. Dans ce 20h, 19 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'Office malien de l'habitat pour l'exercice 2015. Le montant a été donné lors de sa 36e session de son conseil d'administration et au cours de cette assemblée, les administrateurs ont fait le bilan des réalisations et dégagé les perspectives pour les années à venir. On en parle avec Sokonaka Misoko. Au cours de l'année 2015, l'Office malien de l'habitat et ses partenaires entendent mettre à la disposition de la population 1552 logements sociaux. L'information a été donnée lors de la 36e session de son conseil d'administration. Pour l'atteinte de ces objectifs, le budget de l'Office malien de l'habitat est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 19 milliards de francs CFA, soit une régression de 15,36% par rapport à l'exécution du budget 2014. Malgré cette situation, le montant de 13 milliards 927 millions, soit 72% du budget prévisionnel est alloué au titre du financement de l'habitat. Cela permettra de faire, entre autres, les études d'impact, la réalisation des programmes de construction de logements sociaux au Mali, la recherche sur les matériaux locaux et les nouvelles techniques de construction, la construction de logements sociaux et expérimentaux. Après un long temps d'arrêt, l'Office malien de l'habitat s'est dit avoir la politique de ses moyens. Nous l'avons. La difficulté pour le financement des logements, effectivement, ça existe parce que les logements, ça coûte cher. C'est des sommes importantes qu'il faut mobiliser et les difficultés, c'est souvent la timidité de l'accompagnement des partenaires financiers. Mais il y a des cadres de partenariat qui sont en train de se développer à l'horizon et j'espère qu'avec les banques de la place et même les autres banques de la sous-région, l'espoir est permis. Au regard de tout ce qui précède, je souhaite que l'Office malien de l'habitat soit une force de proposition pour trouver des solutions innovantes afin de faire face à la promesse de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, à savoir réaliser les 50 000 logements durant son mandat en vue de loger le plus grand nombre de nos concitoyens. Conformément à son objectif, l'Office malien de l'habitat se propose de faciliter l'accès au plus grand nombre à un logement décent et à moindre coût.
Une autre collaboration qui donne des fruits aujourd'hui, il s'agit de la coopération entre le Mali et la Tunisie. Pour approfondir cette relation, une trentaine de jeunes maliens vont dans les prochains jours poursuivre leur formation professionnelle en Tunisie. Le premier groupe de 15 jeunes quitte Bamako demain dimanche 15 février 2015. Avant donc le départ, ces jeunes ont rencontré le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et la construction citoyenne, nous dit Abdraman Maïga. Âgée de 18 ans, Mademoiselle Mariam Diko vient d'être retenue par le Fonds d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle. Elle se rend dans la capitale tunisienne pour une formation de 2 ans et demi en marketing multimédia. Elle n'est pas la seule. Ils sont 15 jeunes maliens détenteurs du brevet de technicien qui sont concernés par cette formation de technicien supérieur. Vous allez porter le drapeau du Mali. Tout comportement que vous allez avoir, les gens vont y voir le comportement d'un Malien. Donc je voudrais que vous soyez des boursiers exemplaires, des jeunes Maliens respectueux des us et coutumes de la Tunisie. 15 boursiers poursuivront leur formation en Tunisie dans 8 filières, parmi lesquelles la maintenance, le marketing multimédia, le commerce international et le stylisme modélisme. Ces formations intermédiaires de courte durée ont pour but de permettre à ces récipiendaires de s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Je suis convaincu que si vous travaillez très courageusement, si vous travaillez avec abnégation, je suis convaincu qu'au retour, le problème d'emploi ne se posera pas. Cette offre de bourse démontre une fois de plus, si besoin en était, l'exemplarité des relations de coopération qui existent entre Bamako et Tunis. Pour preuve, pour la seule année 2014-2015, une trentaine de bourses ont été offertes par la Tunisie au Mali. Et parlons à présent de cette action humanitaire. L'association Tanded Mali et ses partenaires tendent leurs mains aux personnes atteintes de cataracte. 10 000 personnes qui souffrent de cette maladie bénéficieront des consultations gratuites en ophtalmologie. Et nous retrouvons Sorona Kamisoko pour son reportage. L'association Tanded Mali veut lutter contre la cécité dans notre pays. Elle vient d'initier des journées de consultation gratuites en ophtalmologie. C'est dans le cadre d'une solidarité en faveur des couches démunies. Plusieurs personnes atteintes de cataracte seront opérées sur place. Notre but minimum au Mali, c'est faire 10 000 opérations de cataracte et 100 000 consultations pendant 10 ans. Aujourd'hui, on va faire 1000e opération. On a déjà fait consultation de 11 200 personnes. Notre réussite, c'est 98%. On a eu un peu de défaut de 2% parce qu'ils avaient des autres maladies. Mais généralement, après un jour d'opération, le patient s'est guéri. Ces consultations constituent l'exécution d'un projet piloté par l'association des docteurs bénévoles en Turquie, dénommée ESAFED. Sur une période de 10 ans, le projet devra traiter 10 000 cas de cataracte au Mali. On a eu un partenariat avec ESAFED, c'est un ONG de docteurs. On travaille ici avec partenariat de USTTB, Collège Horizon, Tanded Mali. On a invité les docteurs de ESAFED pour faire des opérations de cataracte ici. Actuellement, le projet intervient uniquement à Bamako, mais entend élargir son domaine d'intervention dans les régions très prochainement. Rendons-nous maintenant dans certaines de nos régions. Tout d'abord à Mopti, le président de la CENI, Mamadou Diamoutani, est sur le terrain pour s'imprégner des conditions de travail des commissions de révision exceptionnelle des listes électorales. Compte rendu signé Jules Sambou-Sissoko. Par cette descente sur le terrain en région de Mopti, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Mamadou Diamoutani, avait à cœur de voir de très près les conditions de travail des commissions de révision exceptionnelle des listes électorales et par la même occasion voir noir sur blanc ce qui est enregistré en termes de transfert, de radiation et de validation au niveau de la commission de Mopti, sise à l'hôtel de ville. Le nombre d'électeurs à Mopti, ici, ça fait 71 910 sur la liste. Nous avons fait 347 transferts. Les radiations, nous avons fait 26. Et les validations, nous avons fait que 4. Donc, il est important que nous venions sur le terrain pour nous enquérir du déroulement de cette opération extrêmement importante, qui est la révision des listes électorales. Conformément à la loi électorale,
toutes les consultations de 2015. Vous avez en particulier parlé des élections communales et régionales. Et s'il y a d'autres consultations en 2015, toutes ces consultations se feront sur la base des listes électorales que nous sommes en train de réviser. Ici, 16 partis politiques sont représentés au sein de la commission locale. Après Moptiville, le visiteur du jour est parti aussitôt dans les cercles de Banyangara, Koro et Bankas. Partons maintenant à Koulikoro pour parler de la cérémonie de remise de diplôme de la 16e promotion de l'école militaire d'administration. L'événement marque la fin de 5 mois de formation suivie par 29 sous-officiers stagiaires de 16 nationalités. On fait le point avec Ousmane Koïta. Ils sont 29 sous-officiers stagiaires de la 16e promotion du certificat technique de 2e degré CTD à recevoir leur diplôme. Ces sous-officiers stagiaires de 16 nationalités africaines ont fait 5 mois d'études pour renforcer leur talent en matière de gestion administrative militaire et financière. Pendant ces 19 semaines de formation, vous avez fait preuve de rigueur, d'attention et de curiosité intellectuelle dans les matières enseignées. C'est ce que je vous avais demandé à votre arrivée lors de ma séance de présentation de l'école. Au nom de l'ensemble du personnel militaire et civil de l'école militaire d'administration, je voudrais leur remercier très vivement pour cette motivation et la valeur d'exemple qu'ils ont révélée depuis leur arrivée sur le territoire du Mali. Durant 19 semaines, ces sous-officiers ont su mettre leur expérience à profit pour relever les défis du moment axés essentiellement sur la maîtrise des techniques administratives militaires et financières. Aujourd'hui, c'est la joie, c'est le bonheur. Nous sommes comblés parce qu'après avoir passé 5 mois de dur là-bas, ça n'a pas du tout été facile. Moi, j'ai fait ma part, j'ai travaillé dur pour avoir mon diplôme et aujourd'hui, je suis heureux, je suis major. Il a eu le diplôme, certes, d'utiliser le diplôme pour que ça serve non seulement à leurs pays respectifs, mais à l'Afrique tout entière. La remise des diplômes aux 3 premiers de la promotion ont mis fin à la cérémonie. Désormais, c'est Youssouf Kamaté qui va diriger le nouveau bureau régional des aquaculteurs de la 4e région. Ce bureau de 13 membres se fixe comme objectif à la promotion de la filière pêche. Reportage Fousseni Samaki. Faire de la région de Ségou une zone de production par excellence des poissons, tel est l'objectif visé par ce nouveau bureau de 13 membres. Son président Youssouf Kamaté entend redynamiser la filière de l'aquaculture afin d'accroître la productivité dans la 4e région. Ségou nous a responsabilisés. Cela signifie qu'il faut se mettre ensemble pour développer l'aquaculture. Unissons-nous pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire et accroître la productivité au Mali. Pour les autorités, beaucoup d'espoirs sont fondés sur la création de ce nouveau bureau qui permettra à coup sûr de donner un nouvel élan au secteur de la pêche. La mise en place du bureau de l'Union régionale des aquaculteurs, enfin le mieux nous organiser sur tout le territoire. L'Office du Niger égorge de potentialités et il faut en profiter. Donc pour en profiter, il faut qu'on soit organisé. Nous avons les techniques pour faire de la pisciculture un domaine de développement, de création d'emplois sur toute la dimension. Il faut qu'on arrive à nourrir les Maliens avec le poisson. La réorganisation de la filière pêche devrait favoriser non seulement la création d'emplois pour les jeunes, mais aussi et surtout améliorer le cadre de vie des populations de la 4e région. Revenons à Bamako et pour défendre les intérêts des commerçants de 53 marchés du district de Bamako, un bureau de 191 membres a été mis en place. Le président du collectif des marchés du district, Abdoulaye Sissi, dit vouloir faire de l'union son cheval de bataille. Les précisions avec Batraouri. Abdoulaye Sissi est désormais le nouveau président du collectif des marchés du district. Il est à la tête d'un bureau de 191 membres. Le collectif se donne comme priorité la défense de l'intérêt de ses membres. Nous avons constaté que les marchés sont très mal gérés. Ceux qui sont les vrais acteurs ne sont pas écoutés. Donc nous, on veut, puisque nous sommes dans les marchés, nous menons nos activités, mais nous ne sommes pas entendus. Nos priorités sont la sensibilisation. Nous allons commencer à faire une tournée dans les marchés, présenter le président et essayer de rapprocher nos militants et pour les écouter.
Ce nouveau bureau du collectif des marchés de Bamako bénéficie du soutien de la Chambre de commerce, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et d'agriculture ainsi que du Recotrade. Le coordinateur des chefs de quartier de Bamako, Pamoussa Touré, est parrain de cette cérémonie de lancement des activités du collectif. Ce collectif-là est un collectif qui vient au moment où le pays est dans la mouvance de la réconciliation nationale. Donc c'est un beau geste de la part du collectif des marchés du district de Bamako de se regrouper pour donner d'une seule voix aux autorités. Et cela permet justement aux autorités de les entendre facilement et rapidement et de chercher et de donner des solutions à leurs attentes. 53 marchés du district de Bamako sont regroupés au sein de ce collectif. Le nouveau bureau est ainsi mis en place à un mandat de 5 ans. Et au moment où les commerçants se retrouvent pour unir leurs forces, malheureusement, le feu a décidé de faire des dégâts dans le marché de Médine ce matin. Une vingtaine de véhicules et d'autres articles sont partis en fumée. Le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, Mamadou Menkoro Traoré, s'est rendu sur le site du sinistre. Il donne ses impressions au micro de Ba Traoré. Je ne peux pas donner une estimation exacte à l'heure où nous sommes, mais il y avait une vingtaine de véhicules et beaucoup d'autres matériels de travail, des bois, de coffrage entassés, beaucoup de pneus, beaucoup de moteurs. Les premiers témoins disent que l'incendie a commencé entre 4h et 5h du matin. C'est après l'arrivée de la police, vers 7h, que les pompiers ont fait le déplacement. Il y a plus de 200 personnes sur ce terrain, artisans et commerçants confondus. C'est la énième fois qu'on est devant des cas d'incendie. Quand nous avions été informés, nous avons mis tout de suite une commission sur place qui a recensé le nombre de sinistrés. Et l'ICI est en train de recenser les matériels, les véhicules calcinés et d'autres matériels brûlés également. Donc il y aura un constat d'ICI, il y aura l'expertise et nous allons informer les plus hautes autorités également, faire comme les autres cas également. Sport, football à présent, Ligue africaine des champions. En match aller du tour préliminaire, le stade malien de Bamako a été tenu en échec 0-0 par l'AS Garde du Niger. Le retour s'annonce très ouvert. Le résumé de la rencontre avec Selagatou Sissé. L'entrée en liste du stade malien de Bamako en Ligue des champions tour préliminaire aller est timide. Les Blancs ont affiché un visage crispé. Voilà, la première période a été marquée par une succession de passes approximatives compte tenu du jeu agressif proposé par les Nigériens de l'AS Garde. Ils récoltent d'ailleurs 4 cartons jaunes en 10 minutes. L'incorporation de l'ailier Abdoulaye Sissoko en seconde période a donné au moins du tonus au jeu stadiste. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le manque de compétition a pesé lourd dans les jambes des Blancs, comme en témoignent les nombreuses occasions gâchées. Score final 0-0. On a raté pas mal d'occasions, hein. on avait le match en main dès les premières minutes de jeu, on n'a pas pu scorer, on n'a pas été efficace. Donc c'est vraiment... ça va être dur, mais on va partir au Niger en essayant de faire un très très bon résultat et pourquoi pas l'emporter là-bas et se qualifier. Je pense qu'on a déjà un pied pour la qualif, mais je pense qu'un 0-0 ce n'est toujours pas favorable. Avec un 0 là-bas, il se qualifie. On a été assez coriace défensivement. Je pense qu'on a un peu trop respecté l'adversaire. À vrai dire, au vu des performances qu'ils ont réalisées les dernières années, il fallait quand même les prendre au sérieux. Tout se jouera à Niamey dans 2 semaines. Le stade malien de Bamako saura-t-il trouver la solution à l'équation posée par l'AS Garde au stade Modibo Keïta? J'espère quand même. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. Autre point de l'actualité, c'est demain à 13h avec Amara Mali Diallo. Et moi, je serai là à 20h. J'espère que vous aussi. Bonne soirée à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.